Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore ce soir pour un autre numéro du Grand Rendez-vous. Et bien, avant de vous donner le menu de cette émission, je vous invite à suivre les prévisions météorologiques proposées pour vous par le service des programmes de BB24. Alors avec la météo, vous le savez, nous vous faisons découvrir à chaque fois une localité. C'est autour de Waké, la commune de Waké. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller la découvrir. Le menu du Grand Rendez-vous à présent, eh bien, vous le savez, nous allons démarrer avec Autant savoir qui s'intéresse aux mémoires en ligne. Est-ce que c'est utile? Un site pour la conservation des mémoires en ligne. Nature et bien-être, ce soir, nous parlera de comment entretenir les oreilles, surtout les gestes à éviter pour ne pas créer des dommages aux oreilles. Vous le savez, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'alimentation et avec notre experte du jour, nous allons nous intéresser à zéro faim dans le monde. Est-ce que c'est vraiment possible? Le grand rendez-vous, c'est aussi le journal. Amandine Agnambossou est déjà là, bien installée et prête à vous présenter les titres. Amandine Agnambossou, bonsoir. Bonsoir à vous, Agnat Bello. Comment vous allez? Ça va bien. Nous avons hâte de découvrir avec vous les titres de ce journal. Eh bien, dans le 19h45 ce soir, la célébration ce 16 octobre de la Journée mondiale de l'alimentation où 821 millions de personnes, soit une personne sur 9, souffrent de faim chronique dans le monde. Le thème de cette édition 2018, Agir pour l'avenir, la faim zéro en 2030, c'est possible. Un tiers des aliments produits est gaspillé dans le monde. Plus de 10 millions de tonnes d'aliments sont jetées à la poubelle. Réduire le gaspillage de ces aliments est un impératif éthique et environnemental. Comment y arriver? Réponse dans ce journal. Et puis, près de 6 000 candidats planchent depuis ce lundi pour l'examen national de licence session d'octobre 2018. À suivre également dans le 19h45 les enjeux de cet examen. Amandine Agnambossou, merci à vous pour cette brillante présentation des titres. On a hâte de vous retrouver à 19h45 pour le menu proprement dit. Le grand rendez-vous lui-même s'installe à présent avec le premier plateau, Autant savoir. Mémoire en ligne, site pour conserver les mémoires en ligne. Est-ce utile? Notre invité est déjà là, mais avant le plateau proprement dit, nous invitons à suivre ce reportage. La plateforme Mémoire en ligne est la première plateforme numérique des géoscientifiques de l'esprit au Bénin. C'est une plateforme sur laquelle nous collectons et nous mettons à disposition les mémoires académiques soutenues dans les universités privées et publiques du Bénin.
Autour de cette application, les étudiants se sont montrés intéressés, mais nous n'avons pas encore cet engouement assez gigantesque parce que c'est goutte à goutte que les étudiants envoient les mémoires. Et nous avons essayé d'approcher également certaines universités, publiques comme privées, mais là, nous n'avons pas encore eu une suite favorable au niveau des universités. Actuellement, nous tournons autour de 80 mémoires en ligne par rapport sur la plateforme. Ces mémoires viennent des étudiants. Bon, il y a de l'agronomie, la science économique, la science politique, la communication, la biologie, et la sociologie, la géographie, la philosophie et bon, quelques autres domaines. Bon, pour accéder au site, le lien c'est www.mémoire.com. Le tout est collé. Maintenant, quand on accède au site, sur la page d'accueil, il y a les différentes catégories, les différentes matières, je dirais. Et vous cliquez maintenant sur ces catégories pour accéder aux différentes mémoires existantes dans ces catégories-là. Maintenant, quand vous accédez aux mémoires, vous pouvez cliquer maintenant sur la page de garde de ces mémoires et découvrir le résumé de ces mémoires. Donc, après le résumé, il y a les mémoires en version gratuite, les mémoires en version payante. Pour les mémoires en version gratuite, vous pouvez directement accéder au téléchargement. Mais pour les mémoires en version payante, vous devez d'abord acheter un code par Mobile Money avant d'accéder au fichier à télécharger. Les mémoires sont en version PDF. Voilà. La différenciation, c'est pour quand même pouvoir maintenir la plateforme parce que sans un financement, la plateforme ne peut pas être maintenue. Mais notons que la décision de mettre en payant ou en gratuit, c'est l'auteur qui décide. Nous proposons les deux options à l'auteur qui envoie son mémoire. Donc, c'est lui qui décide s'il veut le mettre en version payante ou en téléchargement gratuit. Voilà, retour sur le plateau. À présent, avec vous, Monsieur Aristide Tchabi, bonsoir. Oui, bonsoir, Agnès. Alors, nous rappelons que vous êtes le CEO du site Mémoire en ligne. Déjà, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à créer ce site? Ok, ce qui nous a motivé à mettre en place ce site, c'est la non-disponibilité des mémoires. Nous avons constaté qu'à l'université, d'abord mais qu'à la vie en particulier, les mémoires sont plus souvent en version papier et stockées dans les centres documentaires. Et quand vous allez pour pouvoir consulter ces mémoires, c'est seulement quelques échantillons qui sont disponibles parce que c'est la version papier, il faut une bonne gestion. Donc, vu que ça prend de l'espace, tout n'est pas exposé au public, donc la plupart est stocké. Vous n'avez pas accès à tous ces mémoires déjà rédigées depuis des années. D'accord. Pour vous, quel est le besoin de l'étudiant à aller consulter d'autres mémoires qui ont été réalisées avant qu'il ne choisisse son thème? Ok. Pour l'étudiant, il a besoin de la revue bibliographique pour pouvoir enrichir son mémoire à rédiger. Donc, ce qui l'amène à pouvoir consulter d'autres mémoires existants. Parfois, on dit que c'est dans la même thématique, que c'est à l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Donc, forcément, en sciences, il faut voir ce qui a été déjà fait pour savoir comment aller vers un autre sens, pour ne pas reprendre les mêmes recherches déjà effectuées. D'accord. Alors, pour vous, quels sont les problèmes que ce site vient véritablement régler? Ok, le problème que le site vient régler, c'est la mise à disposition des mémoires, parce qu'en version numérique, on a la possibilité de rendre accessible beaucoup de mémoires et aussi cela permet à l'étudiant de ne pas se déplacer de centre documentaire en centre documentaire, parce que pour les centres documentaires, chaque département a son centre documentaire, donc il faudrait passer d'un centre à un autre, alors qu'avec la plateforme, depuis chez vous, si vous avez Internet, vous pouvez accéder au site et rapidement vérifier ce qui existe déjà pour ne pas... Alors, vous voulez parler déjà du gain de temps, on gagne en temps, oui. on gagne en énergie, oui. On n'a pas à courir à droite et à gauche pour pouvoir rassembler toutes les informations dont on a besoin pour pouvoir faire son propre mémoire. Voilà. Maintenant, pour l'étudiant qui a déjà fait son mémoire et qui décide de venir le mettre en ligne, qu'est-ce que lui, il gagne véritablement à mettre son mémoire en ligne? Ok, ce qu'il gagne, c'est
une visibilité pour les travaux qu'il a eu à faire. Donc, aussi, s'il décide de le mettre en version payante, il a un retour de pourcentage, un retour financier pour pouvoir, Comment cela se découvrir, décide, voilà. la version payante, la version gratuite? Comment est-ce que cela se décide? Est-ce que c'est seulement l'auteur qui décide ou c'est aussi en fonction de la qualité du mémoire? Est-ce qu'il suffit juste de mettre des mémoires en ligne ou vous vous intéressez à la qualité des œuvres produites? Bon, quand les mémoires sont envoyées, c'est vrai, nous essayons de voir la qualité, quand est-ce que le mémoire a été soutenu, parce qu'il ne faut pas quand même donner de n'importe quoi. Mais en ce qui concerne la décision du gratuit ou du payant, c'est l'auteur qui décide. Il est libre de le mettre en version gratuite, en téléchargement gratuit ou en téléchargement payant. D'accord, mais Nous revenons sur n'imposons cet pas, aspect. Est-ce c'est qu'il y a vrai. un tri? Est-ce qu'il y a déjà un tri quand vous faites la collecte des mémoires? Est-ce que vous faites un tri ou bien parce que vous avez besoin de mettre des mémoires en ligne, vous les mettez tous en ligne? Ok, pour le moment, nous essayons de voir la teneur des mémoires avant de les mettre en ligne. Voilà. D'accord, vous êtes seul à faire ce travail, bien vous associez à d'autres personnes parce qu'un mémoire, c'est le contenu, c'est la forme, c'est la véracité des faits qui sont dedans. Il y va aussi de la crédibilité de ce que vous présentez en ligne parce que si on s'en tient au fait qu'on peut nous lire de par le monde entier, quand on est sur Internet, il faudrait aussi s'assurer de la véracité de tout ce qui est écrit et publié. Exactement. Et actuellement, c'est une petite équipe qui s'en charge. Donc, l'équipe n'est pas encore grande, mais nous essayons quand même de faire le travail. D'accord. On nous a parlé dans ce reportage, vous avez dit justement que vous avez 80 mémoires en ligne. Est-ce à la hauteur de vos attentes? Pas du tout. Vous en espériez combien? Nous Une espérons estimation. une estimation. Bon, même si on peut avoir 10 000 mémoires, parce que... Le site a cette capacité, vous Oui. pouvez avoir jusqu'à 10 000 mémoires en ligne? Oui. Le site a D'accord. la capacité d'accueillir. Mais est-ce qu'on en beaucoup de produit mémoires. autant? C'est aussi ça. Est-ce que dans nos universités privées, publiques, les petites écoles, les instituts, est-ce que nous en produisons autant? Ok, par rapport à ça, quand nous étions en train de monter le projet, Oui. nous avons, par notre étude de marché, vu qu'il y a près de 100 000 étudiants qui sortent chaque année. Et sur ces 100 000 étudiants, il y a plus de 12 000 qui font des mémoires chaque année pour soutenir, avoir leur diplôme. Donc, il y a la matière et également, ce n'est pas seulement pour l'université d'Abomey-Calavi, il y a les universités privées, l'université de Parakou et bien d'autres universités. Donc, quand vous parlez des 100 000 et des 12 000 mémoires attendues, vous ne vous êtes basé que sur l'université d'Abomey-Calavi. Voilà. Quand on en rajoute les privés, c'est sûr que nous avons des chiffres faramineux. Exact. Mais comment est-ce que cela s'explique qu'il y a un manque d'engouement autour de la chose? Ou peut-être qu'il y a d'autres personnes qui font la même chose que vous. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas assez de mémoire en ligne. Comment est-ce que cela s'explique véritablement? Ok, par rapport au manque d'engouement, nous avons introduit une demande au niveau du rectorat de l'université d'Abomey-Calavi. Bon, le recteur nous a donné une autorisation d'accéder au département parce que chacun a son autonomie. Si. Donc, au niveau des départements, nous avons déjà rencontré plusieurs écoles, nous avons échangé, mais bon, il y a un peu une réticence. Est-ce qu'ils comprennent l'enjeu? Bon, il semble que... Bon, ils voient que c'est quand même un projet important, mais le fait de mettre à disposition, ils parlent aussi du droit d'auteur des étudiants. Oui, et donc, oui. ce qui fait que nous nous orientons également vers les étudiants parce qu'ils pèsent plus dans la balance en ce qui concerne Parce le droit que d'auteur. l'œuvre leur Voilà. appartient, Oui, in voilà. fine. Oui. Mais est-ce que l'œuvre leur appartient intégralement, puisqu'il y a aussi celui qui a suivi, Oui. il y a tous ceux qui ont supervisé. Et quand on parle d'une œuvre d'esprit, il n'est pas seul l'auteur à décider. Voilà. Il y a C'est peut-être plusieurs tout ça personnes. qui ne facilite pas la tâche? Oui, c'est vrai. Parce que au niveau de la FSA, on nous a dit qu'il y a aussi les professeurs qui doivent décider par rapport à ça. Donc, quand un élève vient vers nous avec son mémoire de la Faut lui FSA, demander. il faudrait voir est-ce que c'est un mémoire récent. Parce que c'est un mémoire récent, il y a eu un financement qui a été apporté et pour que ce travail soit fait. Donc, il faut un retour financier pour combler ces besoins de recherche. Donc, il y a tout ça qui fait que il y a un peu de réticence à nous ouvrir les portes. D'accord. Que faites-vous véritablement pour pouvoir lever ces barrières? Le tout est de pouvoir définir les points
d'achoppement. Mais qu'est-ce que vous-même vous mettez en place pour pouvoir lever ces barrières? Quand on parle de droit d'auteur, il vous faudra peut-être une équipe de juridiques pour vous encadrer, vous dire comment faire, comment proposer véritablement votre offre pour intéresser ceux que vous avez en face. Oui, par rapport à ça, bon, nous n'avons pas encore monté une équipe. C'est vrai, nous sommes une entreprise incubée à UAC Startup Valley. Donc, nous avons un coach qui nous donne également des orientations et nous accompagne par rapport à ça. Donc, nous sommes quand même en train de réfléchir sur d'autres stratégies pour pouvoir mieux amener les gens à nous remettre les œuvres. D'accord. Maintenant, votre site a juste une visée nationale. Pour vous, la sous-région, ce n'est pas un marché à exploiter? Ou vous limitez vos objectifs au Bénin, ou bien vous dites que c'est possible d'aller plus loin? Pour le moment, nous avons voulu nous concentrer plus sur le territoire béninois parce qu'on a beaucoup d'œuvres ici à mettre à disposition. Et une telle plateforme n'existe pas encore au Bénin. Quand on va en Europe, chaque université a sa plateforme où les mémoires sont en numérique et l'étudiant peut accéder. Mais au Bénin, nous n'avons pas encore une telle plateforme. Donc, nous avons voulu nous concentrer principalement sur le Bénin et amener chaque université privée comme publique à pouvoir mettre à disposition les plateformes les mémoires en version numérique. Alors, l'innovation avec vous, c'est que nous aurons des mémoires qui seront conservées en ligne. Mais pendant longtemps, ce travail revenait aux archivistes qui sont à peu près dans la plupart des universités et dans les écoles. Est-ce que ceux-là n'ont pas l'impression d'être lésés avec vous, qui faites peut-être le même travail qu'eux? Bon, nous n'avons pas encore eu à discuter avec des archivistes pour savoir s'ils sont lésés ou pas. Donc, c'est plus avec les directeurs d'école, les doyens que nous avons eu à discuter. Donc, nous ne saurons pas dire ce qu'ils pensent vraiment. D'accord. Bon, votre mot de fin, c'est déjà de savoir, est-ce que ces mémoires que vous mettez en ligne apportent vraiment une valeur ajoutée à l'enseignement supérieur ici au Bénin? Oui, ça apporte une valeur ajoutée parce que ça permet de ne pas reprendre les mêmes recherches. Parce que sur la plateforme, s'il y a vraiment pratiquement tous les mémoires, rapidement, on peut voir ce qui a été déjà fait, ce qui n'est pas fait. Mais parfois, on constate que les gens reprennent les mêmes recherches et voilà. C'est une valeur ajoutée. Et ça permet également de présenter à la face du monde ce qui est fait au Bénin. Parce que par la plateforme, partout dans le monde, on peut voir telle recherche, tel résultat a été obtenu pour tel secteur au Bénin. Et voilà. Merci à vous, Monsieur Aristide Tchabi. Nous rappelons que vous êtes CEO du site Mémoire en ligne, un site qui vise à conserver en ligne les mémoires produits dans les universités ici au Bénin. Merci d'avoir répondu présent pour ce plateau. Le prochain plateau s'installe à présent, Nature et Bien-être. Nature et bien-être, entretien des oreilles, les gestes à éviter tout juste après ceci. Nettoyer les oreilles avec des cotons-tiges, on oublie. Ce n'est pas le plus efficace et en plus de ça, c'est dangereux. Découvrez d'autres astuces bien plus adaptées. C'est le plus connu et le plus courant. Se laver les oreilles avec des cotons-tiges est pourtant fortement déconseillé. Tout d'abord parce que ça ne nettoie pas suffisamment, mais surtout parce que vous risquez de vous abîmer les tympans, si vous l'enfoncez trop loin dans l'oreille. Il existe d'autres techniques bien plus efficaces et moins dangereuses. Tout d'abord, il existe le cure-oreille. Mais il faut également l'utiliser avec précaution. L'eau de mer est sans doute le meilleur moyen de bien se les laver. Il vous suffit de vous en pulvériser directement dans les oreilles, d'attendre quelques minutes et de vous les sécher. Dans le même esprit,
Vous pouvez également utiliser de l'huile d'olive ou du bicarbonate de soude, mélangé à de l'eau. Mettez quelques gouttes, patientez un peu et n'oubliez pas de bien essuyer ensuite. Enfin, il y a également une autre astuce, un peu moins connue, la bougie auriculaire. Elle permet d'aspirer tout le cérumen. Pour l'utiliser, positionnez-la sur l'oreille et attendez que la combustion soit à 5 cm. Désormais vous connaissez les meilleures techniques, alors laissez tomber le coton-tige. Voilà, retour donc sur ce plateau. Nous espérons que vous en avez appris davantage avec ce reportage qu'on a suivi. Et ça a beaucoup bougé ici en studio parce que beaucoup ne s'y retrouvaient pas. Nous avons sur ce plateau notre expert, notre invité sur Nature et Bien-être, Dr Josias Sorrento. Bonsoir. Bonsoir Madame Bello. Vous êtes médecin en ORL. Oui, tout à fait. Bonsoir à vous et bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors dites-nous, ce reportage, on l'a suivi avec beaucoup d'astuces. On n'est pas très habitué à ça ici au Bénin, mais vous êtes un expert. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qui a été proposé là? Beaucoup de choses ont été dites. On a montré différentes techniques. Tout à l'heure dans la discussion, on pourra parler de la justification de l'une ou l'autre technique. D'accord. Ma première question, c'est déjà de savoir, est-ce qu'on doit nettoyer les oreilles? Est-ce qu'on a besoin de nettoyer les oreilles? Pour être catégorique, la réponse est non. Pourquoi? D'abord parce que l'oreille est faite pour se nettoyer elle-même. En général, ceux qui font un nettoyage intempestif de leur oreille enlèvent à leur oreille quelque chose qui est protecteur. Le cérumen que les gens trouvent gênant, en lui-même, n'est pas gênant. C'est une production naturelle de notre oreille qui contient des substances protectrices. Et le cérumen empêche les différents microbes, les déchets qui viennent de l'extérieur d'aller directement sur notre tympan. Docteur, quand vous parlez de déchets, je crois que les téléspectateurs ne seront pas d'accord avec vous parce que pour nous, ce cérumen dont vous parlez, c'est lui-même qui a le déchet. Justement, c'est justement pour ça que nous sommes là, pour expliquer. En fait, il y a des glandes à l'entrée de notre oreille. Et ces glandes produisent cette substance naturelle. Et à l'intérieur de cette substance, il y a beaucoup de produits de protection contre les microbes. Donc, lorsque les microbes, les déchets viennent de l'extérieur, ça colle dans le cérumen. Et par la suite, le cérumen s'élimine progressivement de lui-même. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des gens qui se nettoient tout le temps les oreilles. Et pourtant, ils ont les oreilles très sales. Il y a des gens qui ne se nettoient jamais les oreilles. Ils viennent en consultation ORL, leur oreille est très propre. D'accord. À quoi vous le sentez? Parce que souvent, nous, on se dit que quand ça commence par irriter, il faut mettre quelque chose pour nettoyer et tout ça. Et là, moi, j'ai vu des astuces. Je n'ai pas vu une astuce locale. L'astuce locale veut qu'on prenne l'allumette. J'aurais bien aimé avoir une allumette ici pour vous montrer. Mais je crois que vous connaissez déjà, mesdames et messieurs. Une allumette, on enroule le coton autour pour pouvoir se nettoyer. Est-ce que pour vous, cette façon-là de se nettoyer les oreilles, est-ce qu'elle est conseillée? Tout à l'heure, je vais encore mieux l'expliquer. Lorsque on utilise ces différentes techniques, est-ce que vous voyez à l'intérieur de votre oreille quand vous envoyez le coton-tige? Ce n'est pas possible. Non. Alors que c'est un petit conduit. Les déchets que l'oreille elle-même se prépare à rejeter, en voyant un coton-tige, vous les enfoncez davantage. Ah, d'accord. Et c'est comme ça que vous créez le bouchon. D'accord. Donc, lorsque réellement ça devient nécessaire de nettoyer À l'oreille, quel moment on se rend compte qu'il est nécessaire de se nettoyer les oreilles? en général, vous voyez le cérumen commencer à déborder vers l'extérieur. On D'accord. voit le cérumen commencer à déborder, c'est désagréable, ainsi On de va suite. quand même pas attendre qu'il Très déborde bien. avant de le nettoyer. Lorsque vous constatez cela, en général, vous savez, notre petit doigt, Oui, qui est bien nommé l'auriculaire. oui, oui. Avec l'auriculaire, l'avantage, c'est que l'auriculaire ne va pas jusqu'au fond. D'accord. Avec l'auriculaire, on peut nettoyer l'entrée de notre conduit. Lorsqu'on est sous la douche, par exemple, avec notre serviette un peu mouillée, on peut nettoyer l'entrée de notre oreille, mais on n'enfonce pas. Il ne faut pas que ça rentre. Voilà. D'accord. Pourquoi? Parce que... Que ça reste au bout. Voilà. Ouais. Parce que en enfonçant les objets, il y a beaucoup de risques. Tout à l'heure, nous avons parlé du coton-tige qui peut enfoncer les déchets davantage dans l'oreille et ça crée un bouchon. Oui, mais il paraît que quand vous avez le coton-tige adapté, peut-être pas ceux de 100 francs qu'on vend dans les feux, mais il y a de belles marques, bien jolies, bien arrangées. On se dit, au moins avec ça, on se sent en sécurité. Le maquillage ne change pas
le coton-tige. Le coton-tige Tout reste un coton-tige. coton-tige. D'accord. Le véritable problème, L'équivoque est levé. Hein. Vous avez beau l'acheter à 1 million, le coton-tige reste le coton-tige. tout à fait. Ensuite, aujourd'hui aussi, des gens utilisent plein de trucs, des capuchons de bic, des clés. C'est surtout des quand ça trucs, gratte. des C'est brindilles, vraiment. ainsi de Docteur, suite, on les dirait gens que qui- vous vous en rendez pas compte. Pas que je vous coupe la parole, mais c'est parfois tellement irritant quand vous avez cette impression désagréable qu'il y a quelque chose dans l'oreille qu'il faut vraiment nettoyer. On y met un peu de tout. Hein. Il faut comprendre. Tous ceux qui viennent vers vous, c'est pas évident. Si votre oreille vous démange autant, Oui. ça veut dire que vous avez besoin d'une consultation ORL. Ah, c'est 10 000 francs quand même. Hein, la L'autre consultation, chose, ouais. lorsque c'est juste, ça démange un tout petit peu, juste à l'entrée de l'oreille comme ça, on peut juste gratter légèrement sans enfoncer son D'accord. doigt Je ne sais à pas si l'intérieur. le Rialo peut nous montrer les gestes. Vous avez fait quoi déjà Voilà, là, j'appuie Là, on appuie légèrement là. à l'entrée de mon oreille, Oui, juste pour gratter. pour gratter. Pour gratter, ça soulage. Ça en soulage général. déjà. Mais je n'enfonce pas. On n'enfonce pas. Parce qu'en enfonçant, vous ne savez pas ce que vous créez là-bas. D'accord. Qu'est-ce qu'on crée justement? Parlons un peu des dégâts que peut causer un mauvais entretien des oreilles. Le premier mauvais entretien qu'on pourrait dire déjà, c'est l'usage intempestif des cotons-tiges. D'accord. Cet usage crée en général, soit ça enfonce les déchets, soit ça peut blesser la peau du conduit, parce que la peau du conduit est très fragile. Et cela favorise après des infections. On voit même des gens chez qui le conduit devient extrêmement inflammatoire et ça a tendance à se fermer. D'accord. Et il faut d'autres techniques pour pouvoir ouvrir Le son conduit, oreille. d'accord. Ensuite, je ne peux pas compter le nombre de cotons-tiges que j'ai dû enlever en consultation comme corps étranger. Dans beaucoup de cas, le coton reste à l'intérieur. J'en ai déjà vu qui faisaient déjà près de 10 ans, la personne même ne se rendait pas compte Que le coton que le était toujours à coton-tige l'intérieur. était à l'intérieur de son oreille. Ensuite, 10 ans. près de 10 ans, il ne se rendait pas compte. On a enlevé en consultation. Mais peut-être surtout au niveau des tout petits que c'est dangereux parce que même aux enfants, aux tout petits, aux bébés, on commet cette maladresse-là de leur nettoyer l'oreille avec ce mauvais processus que vous Tout à fait. condamnez. Tout à fait. Tout à l'heure, j'ai aussi parlé de différents objets. Des gens utilisent même les peignes à queue pour nettoyer les oreilles. Et parfois, le risque... Ganche, les on a des ganches, propositions qui voilà, nous viennent très du studio. bien, voilà. Et parfois, lors d'un geste brusque, vous allez directement perforer votre tympan. Je connais une patiente que je suis depuis des Le années. tympan est si proche de l'entrée de l'oreille. C'est justement la raison pour laquelle je vous disais, vous ne voyez pas à l'intérieur quand vous envoyez quelque chose. C'est juste quand vous vous sentez que vous avez mal que vous vous dites, attention, Mais et les peut-être que je plumes? suis allé loin. Il ne faut pas qu'on oublie ça, les plumes. Les qu'on plumes enlève. d'oiseaux, j'allais y venir. Ça, c'est Pourquoi? pratique, non? Ça, Pourquoi? c'est pas agressif. J'allais y venir. Vous avez la plume d'un oiseau. Est-ce que vous savez partout où l'oiseau est passé? Et si on le désinfecte? Est-ce que vous savez si votre oiseau avait des champignons sur son corps? Est-ce que vous pensez que votre produit de Docteur, désinfection... je veux une bonne nouvelle sur ce plateau. Vous remettez en cause toutes les habitudes que nous avons. Donnez-nous une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est déjà ce que je vous explique. Oui. Parce que nous voulons que les téléspectateurs comprennent ce qui est bon, la bonne méthode. On n'aimerait pas qu'ils viennent tout le temps dépenser chez nous en tant qu'ORL. Ensuite également, comme on le dit vulgairement chez nous, une oreille ne s'achète pas au marché. C'est sûr. Et On est d'accord avec ça. Et parfois, il y a une véritable pathologie derrière qui peut être masquée par des déchets que la personne voit à l'intérieur de son oreille. Et parfois, ce n'est pas forcément un bouchon de cérumen. Parfois, c'est une autre maladie. On a déjà vu des gens qui se sont fait nettoyer les oreilles dans des cabinets pendant longtemps alors qu'ils faisaient un cancer de l'oreille. Quoi? Tout à fait. Je parlais de bonnes nouvelles, celle-là, elle est tout sauf bonne. Revenons un peu à qu'est-ce qu'il faut faire véritablement pour entretenir ses oreilles. Alors, donc quand nous voyons que le cérumen déborde, le premier geste, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec notre auriculaire, avec une serviette un peu mouillée, on peut nettoyer l'entrée de l'oreille sans enfoncer. Et surtout, lorsqu'on se rend compte que c'est persistant, c'est mieux d'aller chez un spécialiste, chez un médecin, parce que lui, il a plus de matériel. Oui. Et il voit. Il voit. Lui, au moins, il voit. Ensuite, les enfants qui ont parfois, même pas seulement des enfants, des adultes, quand l'oreille coule, le coton-tige est utile là pour nettoyer l'entrée et jeter. D'accord. On peut utiliser du coton, on peut utiliser du papier torchon que nous utilisons juste pour nettoyer. Il faut surtout pas laisser le coton à l'intérieur parce que parfois quand l'oreille coule, les gens mettent du coton pour dire qu'il protège. D'accord. Vous protégez comme ça, c'est comme si vous enfermez un poisson avarié dans un récipient. Il pourrit aussi le récipient. Très bien. Donc, on nettoie, on jette. Si ça coule, on nettoie, on jette. Et ensuite,
on va en consultation pour comprendre pourquoi ça persiste. D'accord. Alors, souvent, ceux qui prennent leur douche, parfois, il y a de l'eau qui peut entrer par inadvertance. Dans ces cas-là, la méthode de la serviette mouillée, elle fonctionne aussi. Tout à fait. Ça peut aider. Maintenant, à part ça, est-ce que pour le bébé, c'est différent? Pour un enfant qui vient de naître et tout, prendre soin de ses oreilles, c'est différent de pour l'adulte? Les mêmes principes que nous venons d'expliquer sont valables chez l'enfant, à cette nuance près que le conduit auditif chez l'enfant est encore beaucoup plus petit. Donc le risque est encore beaucoup plus grand. Le tympan est plus proche chez l'enfant. Le risque est encore plus grand. Et les enfants sont sujets souvent à faire des otites. Oui, oui, les otites. Et parfois, on peut penser que c'est un bouchon de cérumen alors que l'enfant est en train de faire une otite moyenne aiguë. Donc l'idéal pour quand c'est l'enfant, quand ça commence pas à devenir récidif, il vaut mieux l'envoyer chez un spécialiste. C'est beaucoup mieux. On vous aurait compris, alors vous l'avez compris, mesdames et messieurs, tout a été bousculé sur ce plateau. C'est pas bon, les cotons-tiges, on ne les enfonce pas, on nettoie tout juste l'entrée de l'oreille et au pire des cas, on va vers un spécialiste pour pouvoir se faire entretenir ses oreilles. Ce sera tout pour ce plateau de Nature et Bien-être. Je sais que vous n'êtes pas très contents, mais le plus important, c'est que vous ayez la bonne information pour changer désormais vos habitudes. On passe à un autre plateau à présent, l'expert. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'alimentation. Mon expert est en train de s'amener royalement, mais avant que je ne vous la présente, je vous invite à suivre cette compilation qui nous a été faite par Fulgencia Rotondi. Elle nous propose d'aller à la découverte de tout ce qu'on peut faire pour aller vers une faim zéro dans le monde. Voilà, retour sur ce plateau. Notre invitée est déjà là. Vous la connaissez dans une autre posture. Aujourd'hui, vous la découvrez autrement. Karamata Bataou, bonsoir. Bonsoir Agnat Bello, chers amis téléspectateurs du Grand Rendez-vous. Un plaisir de vous retrouver dans la posture aujourd'hui d'invité. Alors, vous êtes journaliste, spécialiste des questions liées à l'agriculture. C'est d'ailleurs à ce titre que vous êtes sur ce plateau pour fêter avec nous la journée mondiale de l'alimentation. Agir pour l'avenir, fin zéro en 2030, c'est possible pour vous? Est-ce que c'est vraiment possible? Merci beaucoup Agnat Bello. Au regard de tout ce que nos agriculteurs, nos cultivateurs, tous ceux-là qui travaillent les champs, au regard de tous les efforts qu'ils fournissent, je peux sans embâche dire que oui. À l'horizon 2030, on peut effectivement arriver à un monde avec faim zéro, mais à condition de savoir s'organiser. Et j'espère que courant cet entretien, on essaiera de brosser ces différents aspects qu'il faut donc revoir pour que chacun puisse avoir à manger et à satiété. D'accord. Alors, avant qu'on ne revienne à cela, parlez-nous déjà de cette journée. Est-ce que c'est vraiment important, une journée mondiale pour célébrer l'alimentation? Merci beaucoup pour cette question. Et comme je me plais souvent à le dire sur les plateaux, chaque fois que l'occasion m'est donnée, c'est qu'il faut à la base manger pour pouvoir mener toute activité. Il faut manger pour vivre déjà. Il faut manger pour vivre. Nous la connaissons déjà, cette fameuse phrase. Il faut pouvoir se mettre quelque chose sous la dent pour pouvoir grandir. Aussi bien le tout petit bébé qui vient de naître, comme vous et nous adultes ici, et comme vous-même qui nous suivez en ce moment. Alors pour moi, la journée du 16 octobre, elle est fondamentale. Et si elle n'existait pas, si le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture n'avait pas mis en place cette journée, je pense que moi, dans la posture de journaliste qui s'intéresse aux questions agriculture, j'allais me mettre en symbiose quand même avec certains acteurs pour pouvoir créer cette journée. Donc pour moi, je pense que c'est une journée qu'il faut vraiment célébrer et pourquoi pas, et comme on le dit souvent,
une journée ne suffit vraiment pas, Agnès Bello, pour célébrer l'alimentation. L'alimentation, je crois, c'est tous les jours parce que les défis sont encore là. Les défis sont encore là, comme je le dis. Ne pensez pas que c'est sous d'autres cieux. Si je prends le cas de la Somalie, le cas du Rwanda, que nous avons, encore qu'au Rwanda, la situation n'est plus pareille. La situation a beaucoup évolué dans ce pays-là de Paul Kagame. Mais il faut dire à Agnès Bello, peut-être que vous-même, vous ne le savez pas, que vous l'ignorez, c'est qu'au Bénin, ici, nous avons encore des poches d'insécurité alimentaire. Nous allons revenir sur ces poches de sécurité alimentaire, mais moi, je me dis, une journée pareille pour parler de l'alimentation, c'est pour revenir sur les problèmes que chaque pays, déjà sur le plan national, rencontre en ce qui concerne les problèmes d'alimentation. Au Bénin, est-ce que nous avons de véritables problèmes d'alimentation? Est-ce qu'on a des problèmes pour s'alimenter ici au Bénin? Oui, nous avons des problèmes à s'alimenter. Comme je le disais, nous avons des poches et je vais rapidement vous dire que la FAO a mis en place cette journée pour pouvoir atteindre certains objectifs. Je vais les partager avec les téléspectateurs. Quels sont ces objectifs-là? Voilà, c'est de pouvoir élever le niveau de nutrition dans le monde. Et le second, c'est de pouvoir améliorer la productivité agricole. Le troisième point, c'est d'améliorer la vie des populations rurales et puis enfin, pouvoir contribuer à la croissance de l'économie. Donc, quand vous demandez si au Bénin, nous avons un problème de sécurité alimentaire, je dis oui, nous avons un problème de sécurité alimentaire. Ça fait déjà combien d'années que ça se célèbre? Depuis 1981. Depuis 1981. Exactement. Alors, est-ce que tous ces objectifs-là que vous avez cités, est-ce qu'ils ont bougé? Quand on parle d'élever le niveau de nutrition, quand on parle d'améliorer la production agricole, et la troisième partie, améliorer la façon de vivre, la vie des populations rurales, est-ce que véritablement, sur ces aspects-là, le monde a bougé? Évidemment, le monde a bougé un tout petit peu et vous savez, avec l'explosion démographique que nous connaissons aujourd'hui, plus il y a de population, plus il y a de bouches à nourrir. Donc, on ne perçoit pas véritablement tous ces efforts-là qui sont fournis, sinon qu'il y a beaucoup de choses qui se font aussi bien à l'intérieur de chaque nation. On appuie toujours avec le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Donc, mais vu qu'il y a beaucoup de... Tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Donc, on est toujours là à chercher des solutions. Et je crois que la thématique de cette année est bel et bien évocatrice. Elle dit, c'est à l'horizon 2030, est-ce qu'on peut arriver à éradiquer la faim? Je pense que c'est vrai, on peut le faire et il faut agir maintenant et tout de suite même. Et ça dépend de tout le monde, ça dépend de vous, ça dépend de moi également. On reviendra un peu sur ce que chaque individu devrait faire pour qu'on puisse atteindre cet objectif. Mais déjà, dites-nous, éliminer la faim dans le monde, pour vous, est-ce un mythe ou une réalité? On dit souvent, on veut éliminer la faim dans le monde. Est-ce qu'on peut arriver à un jour où la faim n'est plus dans le monde? Pourquoi pas, Agnès Bello, si on s'organise mieux à l'interne? C'est-à-dire, vous savez, aujourd'hui, si je prends le cas, je ne sais pas si vous êtes journaliste comme moi, vous avez suivi l'actualité au Bénin ici, c'est que le Bénin a réussi à battre son record quant production de maïs, production des céréales en général, des céréales. Quand on prend le mil, le sorgho, le maïs en l'occurrence, que nous consommons suffisamment au Bénin, nous avons produit en quantité suffisante cette année comparativement à l'année dernière. C'est-à-dire quoi? Il y a quand même avancé. Et avec ça, ça peut donc suffire pour nourrir tout le monde. Mais on ne mange pas que des céréales, hein? Pour s'alimenter, c'est pas que les céréales. On mange pas que des céréales. Je ne suis pas nutritionniste, mais le nutritionniste ou les nutritionnistes vous diront qu'il faut différents repas pour équilibrer, pour manger équilibré, maintenir quelqu'un en bonne santé. Il faut des repas lourds, il faut des repas légers, un peu comme les légumes, et puis il faut aussi avoir les fruits. Donc, c'est beaucoup d'apports ensemble. Mais déjà qu'on arrive à satisfaire ce besoin avec les produits consistants, je pense que c'est déjà un grand pas. Et sur ce point-là, le Bénin, quand même, est très évolué. Alors, quand on parle souvent de problèmes d'alimentation, on se focalise beaucoup plus sur la sous-alimentation. Or, il y a également la suralimentation. Parlant de sous-alimentation, vous avez parlé des poches de résistance ici au Bénin, ou l'insécurité alimentaire, où nous avons encore des enfants malnutris. Revenez un peu sur ces aspects-là.
Les enfants malnutris, c'est des images que nous avons rencontrées l'année dernière avec des acteurs qui travaillent vraiment, qui sont proches des populations rurales, qui nous ont vraiment beaucoup touchés. Un moment, on a pensé qu'on était dans ces pays de guerre. Le Bénin n'a pas connu de guerre. On prie qu'on n'en arrive pas à ce point-là. Mais franchement, c'est choquant, Agnès Bello, de voir rien qu'à Kandi, à côté, à quelques kilomètres de Parakou, que vous connaissez, c'est qu'il y a des enfants qui sont vraiment malnutris. Ce n'est pas que ils n'ont pas des aliments. Quand je prends Kandi, je sais que c'est quand même une zone où on cultive suffisamment. Le nord du Bénin est une zone où on produit suffisamment des céréales, des tubercules et tout ça. Mais on n'arrive pas à toujours comprendre pourquoi est-ce qu'il y a encore des gens qui n'arrivent pas à manger à leur faim. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir les 3 repas quotidiens comme l'exigent les organismes internationaux et tout ça. Le problème se situe à quel niveau? Le problème se situe au niveau, je pense, de la distribution, de la disponibilité de ces produits que nous avons. Donc voilà les défis, entre autres, qu'il faudra donc régler pour pouvoir permettre à chacun de subvenir à ce besoin fondamental qui est s'alimenter. D'accord. Sur le plan mondial, comment est-ce qu'on peut expliquer la recrudescence et à quand une véritable fin de la faim dans le monde? Je vois que vous aimez bien rimer, ça vous va très bien. À quand la véritable fin de la faim dans le monde? Je vais relever rapidement les causes principales de la faim, puisque, comme je l'ai dit, les nations fournissent des efforts, mais tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Regardez sur ces images-là, on vient de voir un enfant là avec... je crois ça doit être la malnutrition, on l'a vu, on voit ses os et tout, c'est clair que c'est des images. Si on peut avoir, le réalisateur peut revenir dessus. Voilà, nous voyons. Mais ça, ce n'est pas des images du Bénin. Non, il faut déjà le relever, c'est pas du Bénin. Mais si c'est possible encore dans le monde, c'est qu'on a encore du travail à faire. Parce Effectivement. Il y a encore beaucoup de poches de résistance. Effectivement. Et si vous permettez, Agnès Bello, il faut quand même qu'on puisse relever le pourquoi est-ce que on continue d'avoir ces poches d'insécurité alimentaire dans le monde. C'est qu'il y a ce problème lié au changement climatique sur lequel on revient toujours, sécheresse, inondations, et quand on parle d'inondation... Le désert qui évolue, et qui évolue toujours. Et tout ça emporte les cultures de nos paysans et puis anéantissent les cheptels des éleveurs. Maintenant, nous avons les causes économiques où les pays en voie de développement qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Nous avons aussi les causes politiques liées aux guerres. Vous voulez parler des instabilités, les pays stables. Exactement. On a des conflits. Qui obligent nos populations ou les populations concernées par ces conflits à pouvoir migrer d'un point à un autre. Donc, du coup, ils se retrouvent comme ça, perdus parfois dans la nature, sans aucun repère. Et donc... ce qui, moi, me paraît cocasse, et je suis contente d'avoir sur ce plateau une journaliste spécialiste des questions liées à l'agriculture. Nous avons le soleil en abondance, nous avons la bonne température, nous avons beaucoup de produits qu'on peut cultiver, nous avons la terre. Et pourtant, on meurt de faim encore en Afrique. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Un problème de disponibilité, tout simplement. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, je suis au contact de ces producteurs-là. Ils ont un problème fondamental, c'est qu'ils n'arrivent pas facilement à écouler leurs produits. Donc, du coup, les produits restent majoritairement sur les lieux de culture et on n'arrive pas à les convoyer vers le consommateur final. Vers le consommateur final. C'est l'un des principaux problèmes que nous avons et qu'il faut déjà chercher à régler. Et je ne sais pas, vous êtes en train de regarder. Il nous reste 1 minute. Oui. Revenons un peu sur ce qu'on peut faire en tant qu'individu pour pouvoir aller vers une faim zéro dans le monde. Pour pouvoir aller vers une faim zéro dans le monde, je crois que la faim dans le monde, ce n'est pas une fatalité, n'est-ce pas? Il existe bel et bien des moyens pour l'éradiquer et ces moyens passent par des stratégies pour réorienter les systèmes agricoles. Il vous reste 30 secondes, Madame Kamatawatao. Si vous permettez, ça ne vous gêne pas, je vais vous laisser le temps de passer peut-être à autre rubrique et puis on va revenir. On finit avec vous en 30 secondes, oui. D'accord. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est de pouvoir instaurer des mesures permettant donc à chacun d'avoir accès à la nourriture, éviter aussi le gaspillage parce que c'est quand même un paradoxe parce qu'on parle de malnutrition, il y en a qui n'en trouvent
qui n'en trouvent quasiment pas, pendant qu'à l'autre bout du monde, il y en a qui en trouvent et puis arrivent à balancer leur repas dans la nature. Donc, il faudra éviter le gaspillage. Donc, le gaspillage de la Alors, nourriture. je crois que c'est sur ce conseil-là, c'est très important. Hein. On ne peut pas avoir des personnes qui meurent de faim dans le monde et avoir d'autres personnes qui en ont tellement, qui jettent. Regardez à côté de vous, à proximité de vous, il y a des personnes qui ont besoin de manger. L'heure du journal est sacrée. Amandine Agnambossou est déjà dans son studio. Nous passons au journal, le 19h45. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Journée mondiale de l'alimentation, l'événement est célébré ce 16 octobre. Pour atteindre l'objectif zéro faim, la FAO compte favoriser la coopération entre jeunesse rurale et urbaine. Chaque année, plus de 10 millions de tonnes d'aliments sont gaspillés dans le monde. Le phénomène prend également de l'ampleur au Bénin. Comment l'éviter? Réponse dans ce journal. Démarrage ce lundi de l'examen national de licence sur toute l'étendue du territoire national. Près de 6 000 candidats sont à l'assaut de ce diplôme professionnel. Agir pour l'avenir, la fin zéro en 2030, c'est possible. C'est le thème de l'édition 2018 de la Journée mondiale de l'alimentation. Au Bénin, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture envisage de transformer et réorienter les systèmes agricoles en vue d'atteindre la sécurité alimentaire de manière plus efficace et plus durable. Reportage à Sion Gaba. La nourriture. Nous avons tous besoin de nourriture. La nourriture est indispensable à la vie. Le nombre de personnes souffrant de la faim a diminué au Bénin. Performance rappelée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation. Le Bénin fait partie des pays qui ont, en matière de diminution du taux de population affamée, qui a obtenu les meilleurs résultats, puisque le Bénin a atteint l'objectif de diminuer d'au moins 50% du taux de personnes qui souffraient de faim. Donc, c'est un résultat à mettre à l'acquis du Bénin, du gouvernement, des populations, des producteurs. Ce sont des résultats qui seront améliorés grâce à de nouveaux projets qui seront accompagnés par la FAO. Dans les 4 années qui arrivent, l'action de la FAO va être inscrit dans la consolidation de la sécurité alimentaire au Bénin en adaptant les systèmes au changement climatique, en diversifiant les productions et également être axé sur la gestion durable des ressources naturelles. Donc nous allons agir sur ces 2 axes et la FAO va mobiliser des projets qui seront conduits de concert avec les ministères qui vont s'inscrire dans la mise en œuvre aussi du programme d'action gouvernementale du Bénin. La question de l'alimentation paraît banale, mais quand on se rend compte de ce que 815 millions de personnes sont touchées par la faim dans le monde, cela mérite qu'on y consacre une journée. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture au Bénin veut mobiliser les énergies autour d'un des piliers des objectifs du développement durable. Dans les objectifs de développement durable, l'objectif numéro 2 particulièrement, c'est d'éradiquer la famine du globe terrestre. Donc, la journée mondiale de l'alimentation constitue une journée certes symbolique, mais qui marque donc la réflexion de l'humanité. Et le rôle de la FAO, c'est de mettre l'accent, de conscientiser qu'en développant l'agriculture, en développant le secteur rural, en créant des emplois décents au niveau rural, nous allons permettre non seulement d'améliorer le niveau d'alimentation et de nutrition des populations, nous allons aussi permettre de fixer
une frange de la population qui va vivre décemment au niveau rural et donc éviter un certain nombre d'autres contraintes comme donc la migration forcée. La problématique de l'alimentation appelle donc à construire un seul monde pour l'autosuffisance alimentaire. Le gaspillage alimentaire prend de l'ampleur au Bénin. Les restes de nourriture sont parfois jetés. Pourtant, il existe des techniques de conservation ou de transformation de ces aliments. Comment éviter le gaspillage alimentaire au Bénin? C'est un reportage de Aniat Bello présenté par Ulvaeus Balogun. Aujourd'hui, dans le monde, près d'un tiers de la nourriture produite finit à la poubelle sans avoir été consommée. Cela s'appelle le gaspillage alimentaire. Une perte de nourriture qui survient tout au long de la chaîne alimentaire, notamment lors des récoltes, du transport, de la vente et de la consommation. Au Bénin, dans certains ménages et lieux de restauration, il y a par moment un surplus de nourriture. Il y a du reste de la nourriture, surtout quand on fait des lions pilés par exemple et que les clients ne viennent pas beaucoup là. Ça reste et puis on essaie de gérer. La gestion des restes d'aliments fait appel à des techniques de conservation et de transformation. Celles-ci varient en fonction des mets. S'il y a des invendus qui peuvent conserver au frigo, on les met et le lendemain, on réutilise ça. Lion pilé, quand ça reste, on met ça au soleil. Quand c'est séché, ça devient couscous. Nous n'aimons pas servir à tasser froid ici, donc on laisse ça au feu. Et quand on finit, on met de l'eau dans la marmite pour récupérer le fond. Le gaspillage alimentaire peut être donc évité et cela passe par un changement de comportement. La nourriture qui reste là, il faut toujours savoir conserver ça. Parce que le peu que tu jettes, quelqu'un est juste à côté de toi qui a besoin de ça pour survivre. Selon une étude menée en 2011 par le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture, plus de 21 200 kg de nourriture sont jetés chaque jour dans le monde, soit 1,3 milliard de tonnes d'aliments par an. Alors que 13% de la population mondiale souffre de la sous-alimentation. D'après le Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire, l'objectif 2025 des pouvoirs publics est de réduire de 50% le gaspillage sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Ce qui passe par la mobilisation de tous, surtout des consommateurs, qui doivent adopter de nouvelles pratiques de consommation. Le réseau entrepreneuriat des femmes travaille depuis 1 an à l'intégration, la protection et l'autonomisation de la femme. Les femmes rurales contribuent efficacement au développement de l'économie béninoise. Ghislaine Zodji, secrétaire générale du REFA Bénin, revient sur le rôle important que joue la femme rurale dans la société. C'est une catégorie de femmes qui se sent isolées, qui se sent éloignées parce qu'elles sont la plupart du temps dans un monde informel. Et que cette journée leur soit reconnue, cela permet de comprendre l'importance de la femme rurale dans le développement durable économique d'une nation. Et cela amène aussi à montrer aux femmes leur importance dans ce qu'elles font, même si elles sont dans les activités agricoles et dans le département rural. Leur présence dans cette nation, elle est très importante. Leur présence a participé aussi aux décisions, aux instances les plus hautes. Aussi, c'est important parce que ce n'est pas parce qu'elles sont agricoles, qu'elles sont dans le monde rural, qu'elles n'ont pas leur part à dire. Elles ont leur mot à dire aussi. Donc, c'est une journée pour valoriser ce qu'elles sont en tant que femmes. Et dans ce cadre, REFA Bénin est en train, il y a quelques mois, avec les trophées Kendemi, nous avons sillonné, nous avons rencontré certaines femmes qui ont été nominées. Et à travers cela aussi, nous avons des partenaires dans des zones reculées, dans des zones rurales. Et on a eu à participer à l'avancement des activités agricoles dans ces zones. Et avec les membres actifs de ce réseau, nous essayons d'identifier ces femmes dans les zones reculées pour pouvoir soutenir, les aider et les amener à s'épanouir. Les étudiants en fin de premier cycle universitaire dans les établissements privés d'enseignement supérieur ont démarré hier lundi l'examen national de licence. Les candidats ont composé dans les matières d'hôtellerie, de journalisme, d'agronomie et des BTP.
Les admissibles à cet examen recevront un diplôme d'État, ce qui n'était pas le cas les années antérieures où les universités privées délivraient elles-mêmes le diplôme. Enseignants, professeurs, ces candidats nous parlent ici des enjeux de cet examen national. C'est un reportage signé Patrick Adjagbojou. Nous composons pour les emplois dans le service public, pas uniquement le privé en fait. Ces candidats sont à l'assaut du diplôme de licence professionnelle, un diplôme reconnu et signé par l'État. C'est une première pour ces étudiants formés dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Ce qui se faisait avant, c'est que tout le monde avait les diplômes et certains étaient incapables de montrer qu'ils avaient des compétences. Et ces examens nationaux viennent maintenant combler ce vide. Donc, c'est un tamis maintenant. L'État béninois a décidé depuis 2017 de jauger les connaissances théoriques des étudiants formés dans les universités privées pour s'assurer que les diplômés déversés sur le marché de l'emploi sont des valeurs ajoutées pour le développement. Cet examen national de licence vise deux grands défis. Le premier défi, c'est de mettre tous les établissements privés au même niveau d'évaluation. Deuxième défi, c'est de voir à travers ces examens nationaux si les étudiants peuvent, à travers leurs connaissances acquises, développer des connaissances pour facilement accéder au marché de l'emploi et facilement aider l'État à relever les défis de développement. Bâtir une nation émergente avec des ressources humaines de qualité, c'est l'ambition des gouvernants. Cette deuxième édition de l'examen national de licence professionnelle est une fierté pour enseignants et professeurs des universités privées. Vu les épreuves dans lesquelles ils ont composé, fondamentalement épreuves de tronc commun, épreuves de spécialité et épreuves de pratique professionnelle qui sera exécutée sur le terrain. Je pense que c'est de bons cadres que nous sommes en train de mettre sur la voie du développement de notre chère nation, le Bénin. Au centre d'examen du collège Sainte-Rita de Cotonou, la première journée de composition est satisfaisante. Les questions n'étaient pas compliquées. C'était bon, ça globalisait tout ce qu'on a eu à voir de la première année jusqu'en troisième année. Je crois qu'on va réussir avec excellence, je dirais, j'ose le dire. Et côté challenge, bon, je suis un battant, je ne crois pas qu'on va baisser les bras. Ce ne sont pas des trucs qui sont nouveaux, non. C'est des trucs que nous avions eu à étudier. D'abord, quand j'aurai mon diplôme d'état de licence, je vais d'abord me chercher un emploi. Ensuite, je vais continuer les cours en cours du soir master. Ces futurs diplômés d'état de licence professionnelle sont déterminés à mettre leurs acquis au service des administrations publiques et privées, partout où le besoin se fera sentir. Hors du Bénin, le Forum mondial des producteurs de café demande aux leaders de l'industrie mondiale de prendre les mesures immédiates pour lutter contre la baisse des prix de la fève. Cette démarche intervient dans un contexte où les coûts de production dans de nombreux pays sont les plus faibles depuis environ 13 ans. Selon l'association, les prix actuels perçus par les producteurs de café représentent moins du tiers du montant de 1982 et les quelques 25 millions de familles qui dépendent de la culture de la fève dans le monde sont confrontées à une paupérisation qui les conduit à une misère absolument inhumaine. Le café est la matière première la plus échangée au monde après le pétrole. 70% du volume global est fourni par les petits producteurs. Au Cameroun, le projet de développement de l'élevage va consacrer une enveloppe de plus de 10 milliards de francs CFA à 26 communes des 3 régions septentrionales du pays. Selon les estimations, l'élevage vient en tête des secteurs d'activité ayant le plus subi les conséquences de la guerre contre Boko Haram au Cameroun. Des pertes estimées à plus de 55 milliards de francs CFA. Le Pradel apparaît donc comme une bouffée d'oxygène qui devrait permettre de booster l'activité d'élevage, d'améliorer l'accès des producteurs aux services clés de l'élevage,
l'amélioration de la productivité des systèmes de production pastorale, puis l'accès au marché et l'appui au développement des chaînes de valeur. Et ce sera tout pour ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Amandine Agnan-Bossou, pour ce journal si bien présenté. Nous avons hâte encore de vous retrouver demain, toujours à la même heure, pour le bonheur des téléspectateurs. Nous restons dans le registre des informations, mais cette fois-ci, Yasmine Damata nous emmène sur la toile. Un mort, 3 blessés et des dégâts matériels. C'est le bilan d'un braquage opéré par les hors-la-loi au petit matin du lundi 15 octobre dernier à Chala-Ogoï, situé dans le département des Collines. Les malfrats ont ciblé un bus de la compagnie nigérienne Al-Isa, transportant une quarantaine de personnes. D'après les témoignages du conducteur, les malfrats étaient au nombre de 5, dont 2 armés de fusils artisanaux et les autres munis de bâtons. La victime est un apprenti chauffeur âgé de 32 ans. Parmi les 3 autres victimes, un ancien combattant âgé de 70 ans qui a aussi reçu des blessures par balle. La police poursuit les enquêtes pour arrêter les auteurs de ce braquage. Nous n'atteindrons pas l'objectif d'éradication de la faim dans le monde d'ici 2030 si on ne redouble pas d'efforts. C'est le cri d'alarme lancé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture dans son nouveau rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde. Selon le document publié le 12 octobre dernier, en 2017, près de 151 millions d'enfants de moins de 5 ans dans le monde accusaient un retard de croissance, tandis que 50 millions souffraient d'émaciation. Un rapport qui indique clairement qu'il reste encore des efforts à fournir s'agissant de la nutrition infantile. D'après la FAO, outre les conflits et la violence qui conduisent à la faim et l'insécurité alimentaire dans plusieurs régions du monde, les changements climatiques parfois extrêmes sont également un facteur clé de l'augmentation récente de la faim dans le monde. Toutefois, l'accès à une alimentation sûre, nutritive et en quantité suffisante doit être considéré comme un droit de l'homme, précise l'organisation. Elle souhaite que la priorité soit accordée aux plus vulnérables. Le Forum mondial des producteurs invite l'industrie mondiale à prendre des mesures immédiates pour lutter contre la dégringolade des prix. D'après les informations de l'agence Ecofin, la demande est faite hier à travers une lettre. Selon l'association qui se dit profondément préoccupée par cette situation du marché, les prix actuels perçus par les producteurs de café représentent moins du tiers du montant de 1982. D'après les récentes estimations de l'Organisation internationale du café, la campagne 2017-2018 devrait connaître un surplus de 2,58 millions de sacs. C'est tout pour l'actualité de ce mardi 16 octobre. À demain pour d'autres informations sur le net. Yasmine Damata, merci à vous pour cette revue de l'actualité web. Le rappel de la météo à présent.
Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce grand rendez-vous de ce soir. Mais nous vous laissons avec cette citation que vous connaissez déjà. Hein. Vous savez, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'alimentation. On parle d'une lutte contre la faim dans le monde. Et cette citation nous le rappelle si bien, ventre affamé n'a point d'oreille. Il faudrait alors que les États puissent véritablement œuvrer pour une faim zéro dans le monde. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était un plaisir. On se retrouve toujours demain avec le même plaisir. S'il plaît à Dieu.